Bonjour à tous. Salut Quentin. Salut Alexandre. Petite minute de retard technique. Nous voilà connectés. Je vois qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se connecter encore. On va attendre encore une petite minute que tout le monde se connecte. Petite introduction un peu rapide sur l'outil pour ceux qui le découvrent pour la première fois. Vous avez sur votre onglet à droite enfin sur le petit espace, plusieurs onglets, sondage, questions, chat. Je vous propose qu'on utilise l'onglet chat sur lequel vous pouvez interagir, soit pour dire bonjour, soit pour dire qu'il y a un problème de son, ou soit pour poser une question directement. Donc n'hésitez pas à utiliser cet onglet. On a prévu à peu près 1 heure en tout, entre trois quarts d'heure et 1 heure. On s'est laissé un grand temps de questions-réponses à la fin du webinar. Mais si jamais il y a des questions sur un sujet qu'on est en train d'aborder, soit Quentin, soit moi, soit Dorian qui arrive, on y répondra en direct. Mais sinon, on s'est prévu un temps de questions-réponses à la fin. Donc, vous pourrez bien sûr toutes les poser à la fin. Donc le petit onglet qui est chat à droite. Donc bonjour Fabrice, bonjour Mariama. Donc j'ai l'impression que ça marche, que vous nous entendez bien et vous nous voyez. Donc Quentin est là. Dorian a un petit sujet technique, va nous rejoindre en cours de route, qui est le cofondateur de Glive avec Quentin. Donc il arrive, mais je vous propose qu'on commence. Je vais remettre la présence un peu plus grand. Et puis je te passerai la main ensuite, Quentin. Allez, ça marche, merci beaucoup. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire. Alors, ce webinaire, il fait suite à un roadshow qu'on a initié il y a une quinzaine de jours avec Quentin et Dorian, où on est allé dans plusieurs villes de France pour vous rencontrer et rencontrer beaucoup d'investisseurs, notamment à Nantes, à Lille, à Bordeaux, à Toulouse et à Paris. Et on a voulu terminer ce roadshow avec un webinaire pour que tout le monde puisse écouter et découvrir Glive pour ceux qui sont soit un peu loin, soit qui n'ont pas pu nous rejoindre. Donc, on est ravis de pouvoir vous présenter cette belle start-up qui est en cours de levée de fonds sur Baltis. L'objectif de l'opération, c'est Glive a lancé une opération, une levée de fonds entre 1,5 million et 2 millions il y a quelques semaines. On a eu la chance de pouvoir y participer à hauteur d'1 million d'euros aux côtés d'investisseurs qualifiés. Donc vous allez voir qu'il y a déjà des investisseurs au capital qui réinvestissent dans cette nouvelle étape. Et donc on co-investit à côté d'eux et aux mêmes conditions qu'eux. Rapidement juste pour introduire Glive avant de passer la parole. Donc, il y a une activité qui est évidemment liée au secteur de la mobilité, qui est cette nouvelle verticale qu'on est en train de lancer chez Baltis en partenariat avec Jean-Baptiste Djebari, que je vais vous présenter juste après, pour accompagner les entreprises vers une mobilité électrique avec un potentiel de croissance énorme puisque le marché est évidemment en pleine expansion et concerne beaucoup d'entreprises, des particuliers aussi dans tous les pays du monde. Une croissance très rapide de Glee, vous allez voir les chiffres, qui a en à peine 8-9 mois d'existence, a déjà eu sa preuve du concept, avec des revenus récurrents qui sont déjà engagés. Et je le disais au départ, des co-actionnaires qui sont déjà au capital depuis bientôt 1 an et qui réinvestissent dans cette aventure. Sur le secteur d'activité, les 4 secteurs d'activité sur lesquels on travaille aujourd'hui chez Baltis, qui sont l'immobilier, le bâtiment, la mobilité et l'énergie. Donc là, on est effectivement dans le secteur mobilité, avec une levée de fonds d'1 million d'euros et un ticket d'entrée à 1 000 euros. Et enfin, sur l'état d'avancement du projet, on considère qu'on est en seed, donc on est plutôt en étape 2. Il y a eu un amorçage qui a été fait il y a 1 an. La preuve du concept a été faite, donc maintenant on considère que c'est du seed, donc c'est-à-dire que c'est de l'accélération suite à la preuve du concept. On vise une sortie, vous allez voir, d'ici 2028, alors plutôt 4 ans que 2 ans, hein, plutôt même 4-5 ans, donc on est un peu entre les deux, avec des multiples cibles qu'on vous expliquera sur comment on les a calculées et on les a construits en accord évidemment avec Quentin et Dorian, mais aussi avec les actionnaires historiques. Et un risque qui nous semble plutôt modéré, vous verrez, parce que effectivement, on est sur un sous-jacent qui est tangible et une technologie qui vient lier ce sous-jacent. Sur le sommaire, du coup, je vais vous représenter rapidement Baltis pour ceux qui connaissent pas, même si je pense que tous ceux qui sont connectés, vous avez déjà une vision un peu de qui on est. Quentin prendra la main sur la partie glyph, bien sûr, et ensuite sur la partie plus technique, comment vous pouvez rentrer dans l'aventure. Baltis, pour rappel, on fait partie du groupe Magellim depuis bientôt 3 ans. Le groupe Magellim qui a 3 verticales aujourd'hui qui sont l'immobilier, le private equity et les infrastructures.
On s'attache toujours à monter des projets qui sont utiles soit pour les territoires, soit pour les citoyens, soit pour les entreprises. Donc c'est pour ça que sur les territoires, c'est plutôt les sujets immobiliers, sur la partie investissement, notamment dans la santé et dans le renouveau des territoires à travers des opérations de restructuration d'actifs. Sur les citoyens et les entreprises, c'est l'activité qu'on développe depuis plusieurs semaines, plusieurs mois chez Magelim et Baltis avec le financement de start-up. Et c'est pourquoi on va accélérer largement sur 2025 avec des nouveaux produits en interne, mais aussi des croissances externes avec des sociétés spécialisées dans le private equity. Aujourd'hui, on est une équipe de 140 personnes très implantées en région. Donc à Lille, à Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon et Strasbourg. Et une équipe, bien sûr, la plus importante est à Paris pour piloter tout ça, mais on est très implanté en région et on investit beaucoup en région. C'est pour ça qu'on est ravi aussi d'accompagner Quentin, qui est originaire de Toulouse. Et les autres startups en cours sont à Nantes et à Lille. Donc on est très implanté et on finance beaucoup les régions. On a un peu plus de 4,4 milliards d'actifs sous gestion, alors principalement immobilier aujourd'hui, de plus en plus private equity et demain peut-être à 50-50 sur le private equity. Et on a une culture très entrepreneuriale dans le groupe, parce que le groupe a été créé par Steven Perron, un entrepreneur, mais aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont rentrés dans l'aventure. Et on aime bien du coup accompagner aussi des entrepreneurs et soutenir leurs projets. On a un comité de direction qui est assez restreint pour l'instant, avec des différentes fonctions évidemment de développement financier, opération, immobilier, ressources humaines, tout ça chapeauté par Steven Perron, et un comité stratégique avec 2 experts, plutôt de la stratégie et du secteur financier. Ces 3 verticales, du coup, je disais immobilier, private equity et infra. L'immobilier, c'est le savoir-faire du groupe, et la partie capital qui va regrouper toute la partie private equity qui est en cours de structuration et dans laquelle Baltis va s'insérer. On est accompagné dans cette verticale mobilité par un ancien ministre des Transports qui est Jean-Baptiste Djebari, qui a rejoint le groupe il y a à peu près 1 an en tant qu'expert de la mobilité et des sujets de la mobilité. Et donc, il nous accompagne pour sélectionner les sociétés qu'on va accompagner, les analyser et surtout les accompagner dans leur développement. À travers son expertise, à travers son réseau, à travers ses idées. Il vient accompagner les startups dans lesquelles il peut avoir un impact, et donc toutes ces startups qui sont liées à la mobilité, au transport et à tous ces enjeux. Je vois qu'il y a une première question d'Eric, mais je vais laisser la parole à Quentin juste après. Donc l'objectif de Jean-Baptiste, c'est aussi de créer un fonds lié aux infrastructures. Les infrastructures sont responsables d'à peu près 50% des gaz à effet de serre, et dans tout ce qui est infrastructure, on a tout ce qui est les ports, les aéroports, les gares, les écoles, tout ce qui est, on va dire, les bâtiments publics. Et donc ça, il y a des objectifs très forts en termes de décarbonation. Et donc le fonds infrastructure a vocation à répondre à ces objectifs. Et la partie mobilité transport qu'on fait chez Baltis est plutôt en lien avec ce sujet infrastructure, plutôt sur la partie technologique, quand l'infra, elle, investit plutôt dans la partie immobilier, pardon. Et donc 3 verticales chez Jean-Baptiste: la partie transport, la partie énergie et la partie préservation des ressources. Sur Baltis, juste quelques chiffres. Donc nous, on s'insère dans la verticale Magelim Capital sur la partie private equity. On a un peu plus de 12 000 investisseurs aujourd'hui sur la plateforme, un peu plus de 200 projets financés, ce qui fait maintenant quasiment 90 millions d'euros levés. Toujours 4 produits d'investissement que je vais vous montrer juste après, et une équipe de 15 personnes basée à Paris, à Bordeaux et à Lyon. Les 4 projets, les 4 verticales, c'est le crowdfunding immobilier qui est un peu la locomotive aujourd'hui, où on finance des professionnels de l'immobilier, des startups où on permet à des investisseurs de rentrer au capital de startups dans l'immobilier, la mobilité et demain dans l'énergie et dans les ressources naturelles. Les projets énergie renouvelable pour financer des parcs photovoltaïques, du solaire, de l'éolienne, et l'immobilier fractionné qu'on a lancé il y a quelques mois pour permettre aux investisseurs d'investir dans des locaux commerciaux en cœur de ville et de se partager les loyers tous les mois. Donc ça, ce sont les 3 secteurs sur lesquels on travaille pour la partie startup: immobilier, bâtiment, énergie et transport. Je vous passe rapidement le sujet. Vous recevrez bien sûr le deck si vous voulez rentrer un petit peu dans le détail. Et ça, c'est la petite citation de Jean-Baptiste, qui effectivement, l'électrification est un vrai enjeu pour demain. Il passera évidemment par des sujets technologiques pour accompagner ce qui existe, et sur la partie infrastructure, sur ce qui développe, pour faire le lien entre la techno et le sous-jacent. Et le sous-jacent qui nous concerne ici, vous allez voir, c'est bien sûr les véhicules électriques. Comment ça fonctionne concrètement, le financement d'une startup chez Baltis? Vous avez une startup qui est systématiquement créée par des associés fondateurs. Il y a parfois des investisseurs qui sont déjà au capital. Nous, on vient créer une SAS intermédiaire dans laquelle
on fait rentrer tous les investisseurs et ensuite tous les investisseurs rentrent au capital de la startup. Quelques startups qu'on a financées récemment, enfin plus ou moins récemment, beaucoup dans l'immobilier et le bâtiment, puisqu'on a co-investi dans 3 startups qui sont Xeom, Hero et Cadran, aux côtés d'un fonds professionnel qui est dédié à la transition énergétique et digitale du secteur du bâtiment, donc OneMaker Nation, et aussi des fintechs comme Nalo, Assurance comme Quartz, et Gustave Collection, une proptech qui est dans l'usage les nouveaux usages de l'immobilier de bureau. Sans plus attendre, Quentin, je te passe la main. Je pense que tu peux passer aussi les slides directement pour prendre la suite. Exact, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être en nombre. Je vois le nombre qui cesse d'augmenter en termes de participants. Pour vous présenter un petit peu Glive, je suis Quentin, je suis le CEO et cofondateur de Glive. J'ai mon cofondateur Dorian Jory qui lui est COO, qui, je l'espère, pourra nous rejoindre. Il y a une grosse coupure d'électricité sur Toulouse actuellement. Au niveau de Glive, pour vous présenter un petit peu le constat, je pense que vous êtes toutes et tous au courant que l'Union européenne a décrété que 100% des véhicules neufs seront électriques en 2035. Face à cela, plusieurs défis que les entreprises et même plus largement les particuliers vont devoir surmonter et qu'on s'attache de faire avec Glive. Premièrement, il y a des contraintes fiscales et légales. La loi L'Homme en France notamment qui va être renforcée à partir du 1er janvier 2025 avec notamment des pénalités financières pour les entreprises qui ne la respectent pas et qui est liée à l'interdiction des véhicules à moteur à combustion interne. En parallèle de ça, on a une très faible adaptabilité des services, puisqu'un véhicule électrique nécessite des services qui lui sont propres et adaptés. Solutions de recharge nécessaires, la partie assurantielle, qui est très spécifique sur un véhicule électrique, l'aspect maintenance, qu'est-ce qu'on fait de la batterie à terme, comment on l'entretient, et la fiscalité, qui est également spécifique aux véhicules électriques, en tout cas à date. En parallèle, on a des méthodes de consommation qui sont en train de changer, puisqu'aujourd'hui, vous le verrez dans les slides suivantes, mais 70% du marché sur le véhicule n'est plus sur de l'achat, puisque 70% des personnes aujourd'hui, des automobilistes, n'achètent plus leur véhicule, mais le louent à travers des solutions de LOA, de LLD, de Crédit Bail, etc. La LLD aujourd'hui est un principe de financement qui est assez peu adapté finalement aux véhicules électriques puisqu'on a un engagement moyen qui est extrêmement long, de 48 mois. On ne peut pas modifier son contrat en cours de route et ce sont des types de financement qui ne s'appliquent que sur des véhicules neufs. Enfin, l'accès aujourd'hui aux véhicules électriques, le principal frein de son adoption, c'est le prix. Je pense que vous êtes assez sensible à ce facteur-là. Les véhicules électriques sont 25% plus onéreux qu'un véhicule thermique ou hybride équivalent, à performance équivalente. Et pour terminer, on a une très faible digitalisation et une data qui est sous-exploitée sur les véhicules électriques. Quand on dit data sous-exploitée, les véhicules électriques sont des véhicules qui sont connectés, donc qui génèrent énormément de data et qui ouvrent le champ des possibles quant à leurs usages, leur utilisation et prédire un petit peu leur vieillissement dans le temps. Et la digitalisation, c'est sur la partie distribution, puisqu'en 2015, 1% de la distribution sur le secteur automobile se faisait online et on estime qu'on devrait atterrir à 25% en 2025. Pour répondre à tout ça, on adresse à Glive un marché qui fait la taille d'à peu près 900 milliards d'euros en 2023 en Europe. C'est le marché du leasing. Vous allez le voir, on s'adresse à la fois au marché du leasing et à la fois au marché du SaaS. 64% de part de marché de la LLD en France et en termes de véhicules électriques, on était à 2% du parc en 2018. On a atterri à 22% en 2022 et on devrait atterrir à 25% en 2025. Au niveau de l'abonnement automobile, puisque c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça représentait 13 milliards d'euros en 2023 à l'échelle européenne et on devrait être à 172 milliards en 2029. Preuve que les méthodes de consommation sont en pleine mutation. Notre mission chez Glive, quelle est-elle? C'est faire de la mobilité électrique une évidence et surtout qu'elle soit accessible pour tous. Dans un premier lieu, on s'adresse aux entreprises, on est sur un segment B2B, mais à terme, on s'ouvrira évidemment au secteur du B2C. Qu'est-ce que l'on fait chez Glive? On a lancé un premier service en mars 2024 qui s'adresse donc aux entreprises sur un format d'abonnement. On a lancé le premier abonnement Glive. Qu'est-ce que veut dire abonnement? Concrètement, nos utilisateurs, nos clients payent une mensualité qui est fixe et qui va inclure l'intégralité des services adossés au véhicule électrique. Le véhicule, évidemment, l'assurance, le contrat d'assurance tout risque, la maintenance, le remplacement des pneumatiques et l'accès à ce que nous on appelle Copilot, qui est le SaaS
qu'on intègre automatiquement dans nos abonnements à destination des entreprises. Au niveau de l'assurance, nous sommes propriétaires de notre contrat, puisque nous sommes des anciens de l'assurance avec mon associé Dorian, et on a négocié un contrat en réassurance directement avec Minicré, qui est l'un des principaux réassureurs allemands. Dans la mensualité, le principe de l'abonnement, c'est que ce soit moins onéreux pour une entreprise, puisqu'on est en général 20% moins cher que des solutions existantes. Concrètement, comment ça se passe d'un point de vue schéma utilisateur? Vous allez sur notre plateforme glyph.fr, vous choisissez un véhicule. Nous faisons du réemploi, donc c'est-à-dire que vous allez accéder à un catalogue de véhicules récents. On a très peu de véhicules neufs, puisque d'une part, pour nous, c'est un non-sens que de produire en permanence des véhicules neufs. Et deuxième impact, évidemment, c'est l'aspect tarifaire, puisque c'est aussi par ce procédé qu'on arrive à avoir des tarifs, des tarifications bien inférieures à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Vous allez choisir une durée minimale d'engagement. C'est tout l'aspect positif de l'abonnement, c'est que vous êtes engagé sur, en fait, vous avez un engagement qui est ultra souple, puisque la durée minimale d'engagement, elle va de 9 mois jusqu'à 48 mois. Et comment ça se passe? C'est comme votre forfait téléphonique. Une fois que vous avez atteint votre durée minimale d'engagement, vous pouvez résilier au mois le mois dès que vous le souhaitez. À partir de 6 mois, vous pouvez changer également de véhicule directement depuis votre application. Donc, si jamais vos besoins évoluent, par exemple, vous étiez sur une citadine, vous avez besoin d'un SUV pour partir en vacances, etc., vous pouvez le faire directement depuis votre applicatif. Vous allez pouvoir paramétrer votre kilométrage au mois le mois et suivre en temps réel où est-ce que vous en êtes par rapport à votre kilométrage contractuel. Vous allez être livré entre 72 heures et 3 semaines en fonction évidemment du véhicule que vous allez choisir, si on est sur un véhicule en tension ou pas. Chez Glyph, c'est important de le préciser, on fonctionne en flux tendu, nous n'avons aucun stock vacant, donc quand on a un client qui choisit un véhicule, nous, notre travail, c'est d'être connecté avec nos partenaires distributeurs et d'aller sourcer le véhicule là où il est en temps réel. Glyph est adossé à une plateforme technologique qui est ultra puissante, puisque nous sommes une boîte tech avant d'être une boîte de la mobilité, entre guillemets. Nous avons lancé Copilot. Copilot, qu'est-ce que c'est? C'est un SaaS qui, à l'heure actuelle, est incorporé de manière tacite dans nos abonnements, mais qui demain sera totalement dissocié, puisque des grosses ETI comme la BNP Paribas ou Airbus nous demandent justement d'accéder à cette plateforme. Cette plateforme, qu'est-ce qu'elle vous permet? Elle vous permet de connecter n'importe quel véhicule électrique, pour l'instant, sans hardware. Donc, vous avez juste à renseigner le VIN d'un véhicule, la plaque d'immatriculation, et automatiquement, nous, on va aller chercher, sourcer les données que sont générées par le véhicule. Ça vous permet, par exemple, de gérer votre abonnement, évidemment, votre flotte, d'attribuer des véhicules à vos collaborateurs, à des utilisateurs, de changer de véhicule ou de résilier d'un seul clic. Si vous n'avez pas pris votre véhicule directement chez Glyph, vous allez pouvoir, grâce à Copilot, démarrer votre véhicule à distance, le verrouiller, partager votre clé en un clin d'œil avec vos collègues ou toute autre personne, suivre en temps réel les données du véhicule, sa géolocalisation, son kilométrage, l'état de charge, son autonomie actuelle, etc. Donc, on va pouvoir vraiment suivre l'intégralité des données d'un véhicule. Optimiser vos performances de recharge. Donc, notre application intègre un planificateur qui vous permet de dire bon, bah, c'est le moment opportun pour recharger votre véhicule dans le cadre par exemple d'un déplacement en itinérance. Vous allez pouvoir également suivre l'état de vieillissement de votre batterie. Donc nous on va anticiper l'état de vieillissement des batteries et avoir un score au niveau du SOH. Le SOH, c'est le state of health de votre batterie. Donc, quelle est sa capacité résiduelle actuelle. Et enfin, on va pouvoir analyser le score des conducteurs via une surcouche d'intelligence artificielle qui nous permet de scorer, de savoir est-ce qu'un utilisateur, quelle est sa conduite. Et nous, ça nous permet, d'un point de vue assurantiel, de faire réguler la franchise. Et enfin, Copilot va vous permettre de mettre à jour à distance les véhicules de votre flotte. Donc, vous avez des mises à jour qui sont poussées par les constructeurs et vous, d'un seul clic, vous allez pouvoir mettre l'intégralité de votre flotte à jour. Un peu le même principe que les MDM, par exemple, sur un ordinateur, les logiciels de gestion des parcs ordinateurs informatiques. Au niveau de notre clientèle, on va adresser pour l'instant des flottes qui vont de 1 à un peu plus de 10 véhicules. Donc, le cœur de notre cible, ce seront les TPE. On s'adresse aussi aux professions libérales, avocats, notaires, CGP, etc. Et enfin, les PME, où on est en train de se renforcer de plus en plus. À terme, on viendra adresser les ETI grâce notamment à Copilot.
Au niveau du business model, hein, il est assez simple puisqu'on fonctionne sur un principe d'abonnement. Vous allez avoir un MRR, donc un revenu récurrent, dont notre marge est composée à hauteur de 30%. Et enfin, vous allez avoir en parallèle Copilot, qui aujourd'hui est intégré dans votre abonnement, mais qui à terme sera un élément dissocié sur le principe d'un SaaS et qu'on facturera à hauteur de 6 euros par mois par véhicule enregistré sur la plateforme. Et là également, on est sur du MRR. Au niveau de la roadmap, je le disais, nous sommes une boîte technologique avant d'être une boîte de la mobilité. À date, nous avons déjà lancé notre offre de souscription, de gestion de flotte électrique connectée. Q1 2025, nous sommes un petit peu en avance sur cette roadmap, mais on va lancer le premier câble et la carte de recharge universelle et connectée. Quand on dit câble de recharge, l'intérêt sera de le connecter en 4G, ce qui permettra, quand vous êtes sur une borne, par exemple chez des amis ou chez un client, de savoir exactement combien vous avez consommé sur la borne et pouvoir l'imputer en note de frais, par exemple, auprès de votre employeur. On va intégrer la possibilité de charger son VE directement depuis l'application Copilot, l'application mobile, qui permettra de suivre vos consommations, peu importe où vous chargez. Q2 2025, on va lancer notre module avancé de suivi de conducteur, enfin comportement du conducteur. Donc ça, c'est ce que je disais, c'est par rapport à l'assurance connectée et réguler le risque. Donc on va favoriser bien sûr les bons conducteurs et ceux qui participent, on va dire, au bon vieillissement de la batterie du véhicule à travers, par exemple, des arrangements tarifaires. On pourra venir abaisser une mensualité en fonction de votre comportement. Q4 2025, on lancera notre plateforme de car sharing interne. Concrètement, comment ça se passe? C'est pour des sociétés comme BNP, Airbus, qui sont les entreprises qui nous le demandent. Ça serait de permettre d'avoir un espèce d'agenda connecté, si vous voulez, qui vous permet de réserver un véhicule en interne et d'avoir la clé virtuelle directement depuis votre téléphone. Donc un peu le même principe que sur les lieux publics, mais directement au sein des entreprises. Q2 2026, on lancera notre plateforme en marque blanche. Ça vient d'une volonté d'un constructeur avec lequel on travaille d'ores et déjà, BMW, qui souhaiterait intégrer nos solutions directement sur sa plateforme. Et on a également différents loueurs qui aimeraient nous solliciter sur cette partie-là. Au niveau des KPI, Alexandre, je vois que Dorian nous a rejoint, je m'arrête pas en cours de route, je laisserai Dorian se présenter à la fin de cette présentation. Au niveau des premiers KPI, on a lancé l'activité en mars 2024, on fait environ 600 000 euros de revenus en 6 mois. Un peu plus de 30 000 euros de MRR, donc sur de l'engagement long. On gère aujourd'hui une cinquantaine de véhicules en flotte sur différents types de clients. Pour vous en citer quelques-uns, Decathlon, Intermarché et des franchises Il Ristorante, membres du groupe Pizza del Arte. On a un engagement moyen de contrat qui est de 25 mois et une Customer Lifetime Value sur le CAC qui est ultra intéressante puisqu'on est sur un marché très porteur. Donc on a un revenu qui est 13 fois supérieur au coût d'acquisition d'un client. Et en termes de transformation, on convertit à hauteur de 70% nos leads. Au niveau des partenaires financiers, on s'appuie sur des partenaires financiers et stratégiques qui sont clés pour notre business. Au niveau de l'assurance, c'est ce que je vous disais, on travaille directement en réassurance avec Munich Re. Nous sommes agréés à l'ORIAS et régulés par la CPR. Nous avons un pool bancaire qui porte les actifs. C'est eux qui financent directement les véhicules qu'on propose à nos clients, donc la BNP, la CIC, Crédit Agricole et différentes captives financières des constructeurs. Et enfin, au niveau des investisseurs, Alexandre le disait en introduction, mais on a déjà 3 fonds d'investissement qui sont au board, dont Newfund, Astoria et Main Capital. Newfund, pour vous en dire deux mots, c'est un fonds franco-américain qui a notamment fait Aircall, ça parlera peut-être à certains. Au niveau de notre levée de fonds, donc c'est ce qu'on vous propose, c'est de révolutionner et démocratiser ensemble la mobilité électrique. On lève 1,5 million en equity minimum. On sera peut-être sur une enveloppe autour des 2 millions. Nous avons déjà sécurisé à hauteur de 900 000 euros. Nos investisseurs historiques remettent évidemment sur ce tour et on a de nouveaux entrants. Et il nous reste aujourd'hui à date 600 000 euros à peu près pour clôturer ce tour. Au niveau de l'utilisation des fonds, elle va nous permettre plusieurs choses, de recruter massivement sur l'aspect marketing, business et CSM. Et la plupart des ressources, à hauteur de 55%, seront allouées au développement et à la R&D. Donc là, on parle vraiment des assets technologiques. Et enfin, le marketing et la partie sales business. Au niveau de nos prédictions, notre chiffre d'affaires, il est évidemment lié au nombre de véhicules électriques qu'on va avoir en gestion. Donc, on va venir opérer tant sur la partie SaaS logiciel
que sur la partie fleet abonnement. 2025, on devrait faire un atterrir à 1,1 million, donc doubler à peu près notre chiffre d'affaires avec 179 véhicules en gestion. Et pour vous parler un petit peu des différentes levées de fonds, en série A 2027, on devrait atterrir à 19 millions de chiffre d'affaires et 2029, série B, 61 millions. On est parti sur une augmentation de l'ARR moyen par an de 117%, ce qui nous semble être assez raisonnable sur le marché dans lequel nous évoluons. Au niveau de l'équipe, vous avez 2 cofondateurs. Dorian, que peut-être je laisserai se présenter de suite si tu veux. Oui, bonjour à tous et d'abord, veuillez m'excuser pour le retard, cas de force majeure. Donc pour ma part, Dorian Jory, donc cofondateur de Glive. Je suis passé du coup par une formation d'école de commerce avec une double compétence technique sur la partie supply chain, puisqu'avant ça, j'ai également fait une formation dans le transport et la logistique, avant de rencontrer Quentin donc en école de commerce, sur laquelle on a conjointement travaillé pour une boîte de conseil, donc Bretagne Conseil, avant pour moi de repartir sur mon domaine privilégié qui était la supply chain avec Shipeo, du coup, qui est un agrégateur de visibilité en temps réel pour les chargeurs B2B. Et puis enfin de fonder notre première société avec Quentin qui s'appelle Olino, qui était du coup spécialisée sur la distribution d'assurance en ligne pour les professionnels. Et pour ma part, donc j'ai fait une classe préparatoire scientifique en maths, puis j'ai intégré donc une école de commerce là où j'ai rencontré Dorian. J'ai passé un MSI en finance, donc profil un peu plus financier. J'ai fait un passage notamment en audit financier chez Mazars, chez BNP Paribas, avant de cofonder Olino. Juste pour indication, Olino existe toujours, hein. C'est une société que nous avons revendue à un grand groupe de l'assurance il y a peu. Tac. Et au niveau du restant de l'équipe, on a une équipe qui est déjà relativement bien structurée. Hugo Clémentet, qui est notre CTO, qu'on a récupéré d'Olino, puisque ça marchait plutôt bien avec Hugo, et le restant de l'équipe qui s'articule autour de fonctions sales et marketing. Au niveau du board stratégique, nous avons donc 3 membres à temps plein qui sont présents sur chacun de nos boards. Marjolaine Catil, qui a fait un passage chez LVMH et EY, qui nous suit de la part de Newfound, et Ricky Bled, qui est Business Angel, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a notamment fait un exit sur Autoplanète. Florian Graillot, qui, après un passage chez AXA, a cofondé Astoria et qui est spécialisé sur les nouvelles mobilités et les nouveaux secteurs assurantiels. Et on aura donc, comme disait Alexandre, probablement Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre, qui nous rejoindra mi-novembre. Voilà, est-ce que Alexandre, je réponds de suite peut-être aux différentes questions? Oui, vas-y, je te laisse. Je vois la question d'Eric. Alors Eric, pourquoi seules les entreprises peuvent-elles s'abonner et pas les particuliers? Alors c'est une très bonne question. Pour l'instant, seules les entreprises pour 2 aspects. Le premier, c'est l'aspect business, c'est qu'il est plus facile pour nous d'aller chercher des entreprises qui vont être multi-équipées. Évidemment, il y a des opportunités d'upsell qui sont bien plus présentes chez les entreprises et surtout c'est un domaine, le B2B, qu'on connaît plutôt bien avec Dorian. Et enfin, la deuxième chose, c'est que les entreprises sont bien plus intéressées également par la partie SaaS, technologique. Elles ont un attrait puisque c'est elles qui ont des flottes, là où un particulier, par définition, il n'a pas de flotte en gestion. Mais le particulier est un segment que l'on veut adresser courant 2025. Et pour rajouter là-dessus, compléter sur cette question, l'électrique est aussi un formidable argument pour les entreprises vis-à-vis de leur flotte, notamment pour la réduction de tout ce qui va être coût. Aujourd'hui, c'est un vrai avantage pour ces structures. Donc, on apporte une vraie valeur ajoutée pour ces entreprises bien plus fortes aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on considère par rapport aux particuliers. C'est une question. Et Eric, pour vous répondre également sur votre première question, je ne sais pas si vous avez vu la réponse, mais Glive vient de glide, qui veut dire glisser en anglais, et EV pour électrique véhicule. Donc, le sens marketing de la chose, c'est glisser ensemble vers les véhicules, la mobilité électrique. Question de Fabrice. Pensez-vous que le marché des véhicules électriques d'occasion sera tendu et vous apporterez des difficultés à vous approvisionner? Alors, à date, le marché sur le véhicule électrique d'occasion est en plein balbutiement puisque on est au démarrage. On commence à avoir un marché d'occasion qui commence à s'approvisionner. Au niveau des difficultés d'approvisionnement, nous, en réalité, les véhicules d'occasion que l'on source, ce sont plutôt soit des stocks constructeurs, soit des véhicules de démo. Au niveau des difficultés d'approvisionnement, je pense pas qu'on aura des difficultés. Enfin, aujourd'hui, on est dans un momentum assez favorable. Et sachant qu'aujourd'hui, on ne source pas à l'étranger, qui peut être un énorme levier.
Je sais que beaucoup de fitters vont chercher leur approvisionnement directement en Allemagne, qui est l'un des plus gros marchés de l'automobile. Voilà pour vous répondre. Dorian, je ne sais pas si tu veux apporter des éléments de réponse là-dessus. Là-dessus, honnêtement, on a de la visibilité un petit peu sur comment va être approvisionné le marché de l'occasion de l'électrique. On sait que quand on voit que les véhicules électriques neufs représentaient 22% des immatriculations en 2022, on va avoir un parc de véhicules d'occasion qui ne va cesser de grandir et donc sur lesquels on va pouvoir s'approvisionner. Là-dessus, on a très peu de crainte par rapport à ça. Et dernier élément, Fabrice, peut-être pour vous répondre sur cette partie-là, le marché du véhicule électrique d'occasion, aujourd'hui on le voit, les consommateurs sont relativement réticents à acheter des véhicules électriques d'occasion, ce qui est une aubaine et une opportunité pour nous, puisque le fait de pouvoir s'abonner à des véhicules d'occasion, côté consommateur, vous ne prenez aucun risque, puisque ce n'est pas votre véhicule, et par définition, il est garanti et assuré dans votre mensualité. Donc pour nous, c'est plutôt une belle opportunité. Sachant que, contrairement à ce que peuvent dire certains médias, un véhicule électrique en termes d'efficience et surtout de durée de vie a une durée de vie qui est largement supérieure à celle d'un véhicule thermique. Pour répondre à la question de Michael, quid des loueurs de véhicules? Alors, est-ce que peut-être préciser, je suppose que c'est d'un point de vue concurrentiel. Nous, les loueurs de véhicules, aujourd'hui, ce ne sont pas tellement des concurrents, mais plutôt des partenaires, puisqu'on opère aussi une partie de leurs véhicules, notamment avec Volkswagen et Stellantis. On travaille énormément avec l'Isis et Volkswagen Finance, qui louent des véhicules, et nous, en fait, on vient faire la brique opérabilité là-dessus. Et enfin, les loueurs de véhicules, aujourd'hui, ils s'adossent uniquement sur du véhicule neuf, là où nous, on fait du véhicule récent. Et c'est là où, d'un point de vue tarifaire, on se distingue drastiquement, puisqu'on est en moyenne 20% moins onéreux que des loueurs de véhicules traditionnels. Je sais pas si tu voulais ajouter. Toute l'expérience et la technologie qu'on développe aujourd'hui dédiée à la mobilité 100% électrique, c'est des choses que les loueurs n'ont absolument pas entrepris, puisqu'aujourd'hui, ils sont encore toute autorisation. On le voit hein, même dans les articles, aujourd'hui, les loueurs sont encore un petit peu des anti-VE et préfèrent favoriser des véhicules hybrides plutôt que des véhicules 100% électriques. Donc là-dessus, nous, on prend une avance considérable sur toute l'expérience qu'on développe pour dédier aux entreprises dédiées à cette mobilité 100% électrique. Exactement. Question d'Éric, toujours le calcul. Alexandre, ça je te laisserai peut-être revenir, parce que je crois que ça fait partie des slides. Tout à fait. Sur la partie calcul du multiple de sortie, on va le voir juste après ici. Il y a juste deux questions dans l'onglet. Il y a un onglet questions, je ne sais pas si vous avez vu aussi. Pardon. Sur le risque de fiabilité des batteries notamment, et sur Olino. Ouais. Alors attends, je switch sur les questions. Qui portera le risque de fiabilité des batteries, Glive ou constructeur? Très bonne question de la part de Patrick. Aujourd'hui, le risque sur la fiabilité des batteries est porté par le constructeur pour deux raisons. La première, c'est qu'on achète des véhicules qui sont quand même récents et en moyenne, un constructeur garantit ses batteries entre 8 et 15 ans. 8 ans étant le minimum imposé par l'UE. Donc, nous, le véhicule, in fine, il sera déjà sorti avant même que la batterie ne soit plus sous garantie. Et deuxième chose qu'on est en train de voir avec Covea notamment, Covea qui est le groupe au-dessus de la MAF, qui vient de lancer notamment un contrat en assurance qui garantit les batteries jusqu'à 15 ans en plus de la garantie constructeur. Donc si vous avez une garantie constructeur de 10 ans, Covea vient l'assurer jusqu'à 25 ans. Aujourd'hui, la fiabilité des batteries, elle est plus élevée que sur l'équivalent sur un véhicule thermique. La seule chose qu'on va venir regarder, c'est la déperdition de capacité. Et pour vous donner les résultats d'une étude qui s'est portée sur les premières générations de Zoé et de Tesla, la déperdition de la capacité d'une batterie sur un véhicule électrique à l'horizon 10 ans est estimée à environ 5%. Grosso modo, sur un véhicule électrique, la déperdition, elle se fait sur les 5 premières années et ensuite vous avez un plateau. C'est un peu comme la batterie, alors au sens exagéré du terme, mais c'est un peu comme la batterie d'un téléphone, la déperdition, vous l'avez sur les 3 premières années et ensuite ça se stabilise, vous n'en avez plus. Donc c'est un sujet évidemment, hein, mais pour nous qui est, le risque en tout cas, on a dérisqué la chose. Tac, et réponse de Maxime Rodriguez. Olino a-t-il été un succès lors de la session? Oui, sinon nos fonds d'investissement tels que Newfound, Astoria et M Capital ne reviendraient sans doute pas dans l'aventure.
Tac. Question de Cyril Durand. À quel âge du véhicule vous en séparez-vous? Nous, le véhicule, on s'en sépare à maximum 5 ans. Pour rejoindre la question de Patrick, c'est d'un point de vue garantie du véhicule. Évidemment, ça va peut-être évoluer. Hein. Si on se rend compte que les véhicules électriques ont une durée de vie supérieure, on pourra proroger. Alors, je reviens dans le chat. Tac. Question de Fabrice. Bonjour, il me semblait avoir entendu que le 100% électrique en 2025 avait été remis en cause par certains pays de l'UE. Me trompe. Pouvez-vous, s'il vous plaît, développer un peu plus cet aspect? Merci. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas Jean-Baptiste, parce qu'il aurait pu vous répondre. Sur la réglementation de 2035, en réalité, quand vous regardez les pays, alors c'est même pas les pays, c'est plutôt les constructeurs, certains constructeurs qui remettent en cause et qui demandent un amendement sur la date, ce sont généralement des constructeurs qui sont en retard dans le développement technologique de leurs véhicules. Et à date, l'UE est intransigeante sur le 2035. Donc, bon, on verra, la politique peut toujours évoluer. Mais pour vous donner un exemple, au 1er janvier 2025, vous l'avez certainement vu passer, je pense, il y a des amendes et des pénalités qui seront mises en place pour les constructeurs automobiles. Et vous avez aujourd'hui un groupe qui demande à ce que ce soit prorogé, c'est le groupe Volkswagen. Pourquoi? Parce que le groupe Volkswagen est aujourd'hui en retard sur les véhicules électriques, là où des constructeurs comme BMW, Stellantis demandent à ce que l'UE conserve le planning qui était prévu de base. Pourquoi? Parce que ce sont aujourd'hui des groupes qui sont parmi les plus en avance. Donc, je ne pense pas qu'on viendra en arrière. Et quand on regarde aussi les tendances de politique, notamment d'un point de vue national, à l'échelle française, aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance où on va venir accentuer les sanctions et les réglementations pour forcer les flottes d'entreprises à faire leur transition de manière de plus en plus accentuée vers une mobilité propre. Donc, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, on est toujours dans cette tendance vers du 100% électrique d'ici 2035. Donc, aujourd'hui, là-dessus, c'est pas tellement un sujet. Question de Franck. Bonjour. Quelles sont les principales barrières à l'entrée dans votre stratégie offre contre les concurrents qui seraient inspirés par votre modèle? J'espère qu'on les inspirera, puisque ça fait partie d'un des scénarios de sortie qu'Alexandre présentera. Au niveau des barrières à l'entrée, alors il y a un gros aspect tech, hein, puisqu'on a mis quand même pas loin de 6 mois à peu près pour lancer le premier POC, le premier MVP. La connectivité avec les véhicules. Aujourd'hui, nous, on est comme un espèce d'agrégateur en réalité de données, là où les concurrents, si on parle des constructeurs, n'iront pas se connecter à des véhicules concurrents. Donc la principale barrière, elle est techno et réglementaire, puisque par exemple d'un point de vue assurantiel, là pareil aussi, on a mis 6 mois avant d'avoir notre premier contrat flotte avec Minicré. Pour vous donner un petit peu les dessous de la chose qui a été négociée, nous à date on paye 60 € par véhicule par mois, peu importe sa puissance et peu importe le passif du conducteur. C'est-à-dire que quand vous venez chez Clive et que vous nous prenez par exemple une Peugeot 208, je dis une bêtise, une E208 ou une Porsche Taycan, vous paierez exactement le même prix pour l'assurance, qui sera de 60 €. Ce qui est extrêmement faible par rapport à ce que peuvent faire des concurrents. Donc, barrière techno, on se renforce là-dessus. C'est le but de la levée de fonds, c'est d'accélérer sur cette partie-là. Et barrière réglementaire stratégique. Il y a une question de Fabrice aussi, mais je vais la détailler juste après. On va juste prendre une dernière question avant de passer à la suite. Quentin, il y a Patrick qui a reposé une question dans l'onglet questions sur le risque de revente des véhicules. Oui, le véhicule sera ressorti de la flotte Glive à 8 ans, c'est vous qui revendez ou vous êtes uniquement intermédiaire et portez pas le risque de la revente sur un marché plus ou moins liquide? Très bonne question. Alors, pourquoi il sera ressorti alors c'est entre 5 et 8 ans le véhicule qui sera ressorti. Nous, le véhicule, on l'amortit intégralement pour se dérisquer déjà de la valeur résiduelle, hein, puisque effectivement le marché de la revente, voilà, il faut se poser aussi la question. Donc nous, de notre côté, on dérisque la chose de cet aspect-là. On considère qu'il vaudra 0 à sa sortie et la valeur résiduelle n'est qu'un bonus, entre guillemets, dans notre business. Deuxième élément de réponse, nous, on passe des partenariats, enfin des deals de buyback avec le distributeur auprès duquel on s'est fourni. C'est-à-dire que quand je dis une bêtise, je vais chez Tesla acheter des Tesla Model 3, je fais un engagement avec Tesla pour que dans 5 ans, ils s'engagent à le reprendre. Comme ça, nous, on dérisque totalement la chose. Et ensuite, il y a un levier qu'on commence à regarder, mais bon, vu qu'on a 6 mois d'activité aujourd'hui, on ne peut pas le matérialiser, c'est le fait de pouvoir se dire, on reloue le véhicule en fonction de sa vétusté. Est-ce qu'un véhicule électrique, dans 6-7 ans,
il sera toujours viable pour être remis en location sur le marché. Et on commence à avoir des éléments de réponse avec des véhicules type des Renault Zoé. Renault le fait, ils ont lancé une usine de refactory avec l'appellation Renew de Renault, et ils remettent en location des Zoé qui ont déjà 10 ans d'âge. Et on se rend compte en fait qu'il y a un marché qui s'ouvre, c'est celui sur de l'occasion, mais vraiment de l'occasion poussée. Et c'est là où je rejoins une question qui nous avait été posée sur le segment du B2C. Là, ça peut intéresser du B2C, de se dire, bah, moi, la Tesla, elle a déjà 8 ans, je m'en fiche, je vais payer 150 € par mois et je serai très content d'avoir ma Tesla Model 3. Donc, il y a aussi ce marché-là qu'on est en train de regarder avec Dorian. C'est un peu ce que fait, par exemple, des back market avec des téléphones reconditionnés. Tac, tac, tac. Et vas-y, Alexandre, du coup, si tu Ouais, veux reprendre je vais reprendre. On aura le temps, s'il y a d'autres questions, bien sûr, à la fin. Je reprends juste cette partie plus technique pour essayer d'être dans les délais. Alors déjà, pourquoi aussi on a voulu, nous, travailler avec Glyph sur la levée de fonds, puisqu'on a pour plusieurs points. La première, c'est la vision commune de la mobilité durable et de la mobilité douce. Donc, un glissement vers l'électrique, on est convaincu que c'est l'avenir. Alors, plus ou moins proche, on parle de 2035, mais on voit bien déjà tout ce qui a déjà été engagé, tout ce qui est en cours chez les constructeurs, mais aussi au niveau politique. On peut aussi nous apporter notre soutien financier en levant des fonds pour eux, mais aussi stratégique, avec notamment l'apport de Jean-Baptiste Djebari qui va rentrer au board de Glyph prochainement. Et ensuite, le potentiel de croissance, évidemment, il y a un aspect financier derrière. C'est aussi un gros potentiel d'investissement pour les investisseurs dans un marché qui est en pleine croissance. Donc aujourd'hui, le capital est réparti de cette manière-là. Donc il y a Quentin et Dorian qui ont 67, on va dire les 2 tiers du capital, et les investisseurs, les 2 fonds, plus les investisseurs privés, 1 tiers. Lorsqu'on va rentrer, nous, au capital post-levée de fonds, on sera aux alentours de 15% sur notre véhicule Glyph Invest. Ce qui est important de relever, c'est que Quentin et Dorian restent majoritaires après ce tour-là, ce qui était important pour nous à ce stade de développement, qui reste majoritaire. Donc, ils conserveront 55% du capital. Les 2 fonds qui sont actuellement au capital, quand on en a un petit peu parlé, il y a New Fund d'un côté, donc un fonds franco-américain qui est basé en région Occitanie et à New York, qui investit notamment dans beaucoup de startups de la région Occitanie, d'où le lien actuel avec Glyph. Et Astoria, qui est lui un fonds de capital risque, donc qui rentre très tôt dans les entreprises et qui investit également dans la mobilité et dans l'assurance. Et vous avez quelques références pour chacun des 2 fonds. Et donc, les 2 fonds ont validé leur participation à ce nouveau tour de table. Donc, les montants sont en train d'être ajustés. Mais en tout cas, la validation a été faite sur le fait qu'ils réinvestissent dans ce tour de table. Donc, la levée de fonds globale d'1,5 million, alors qu'il va peut-être être un petit peu supérieur en fonction des réponses de chacun, mais on va dire de l'ordre d'1,5 million. Nous, on y participe à hauteur d'1 million. Sur Baltis, donc la campagne est déjà ouverte. Ça, je passe que Quentin, on a déjà parlé sur la partie répartition des ressources. Donc, sur la valorisation, donc ça, c'est un point important, effectivement. Comment est-ce qu'on a valorisé Glyph? Point important, c'est qu'on l'a valorisé ensemble, évidemment, avec Dorian et Quentin, mais aussi avec les fonds qui sont déjà au capital et qui réinvestissent. Donc, tout le monde est très aligné sur cette nouvelle valorisation. Aujourd'hui, Glyph a 360 000 € d'ARR, donc c'est des revenus récurrents annuels. Donc, ça représente du coup la partie abonnement. On a fait des projections d'ici la fin d'année, début d'année, ce sera aux alentours de 500 000 € de revenus récurrents annuels. Dans ce fonctionnement de chiffre d'affaires, on applique souvent un multiple de 10% pour calculer la valorisation d'une boîte. Donc 500 000 d'ARR, donc de revenus x 10, donc ça fait une valorisation de 5 millions d'euros pré-monnaie, donc avant la levée de fonds. Et donc plus les 1,5 million de levée de fonds, on passe sur 6,5 millions. Sur les scénarios de sortie, Quentin a un tout petit peu parlé sur la partie concurrence, bien sûr, mais il y a aussi d'autres scénarios de sortie. Si tu veux reprendre la main, Quentin. Au niveau des scénarios de sortie, il y en a différents. Il y a les banques, puisqu'aujourd'hui on travaille déjà avec elles, donc elles sont évidemment très intéressées. On avait des indices comme quoi elles auraient souhaité rentrer au capital, mais pour l'instant on préfère ne pas y aller. Donc les banques et leurs filiales de leasing qui rachèteraient notre techno et la partie opérationnelle, enfin la capacité opérationnelle qui est liée à la technologie. Les constructeurs avec leurs filiales et leurs captives financières,
Ça rejoint une des questions qui a été posée dans le chat, mais voilà, on travaille déjà aussi avec elle, donc elle pourrait nous racheter. Ça a été le cas. Pour vous donner un exemple, il y a Renault Group, donc RJ, qui a racheté Pipi, une société espagnole, pour un peu plus de 150 millions. Les assureurs, puisqu'ils sont aujourd'hui, on le voit, dans une mouvance de diversification de leurs activités. Aujourd'hui, les assureurs sont pratiquement plus que des assureurs, mais plutôt des banques assurances. Donc, elles se lancent aussi sur le levier bancaire et elles pourraient lancer une activité sur la partie mobilité, qui les touche directement d'un point de vue assurantiel. Et enfin, les concurrents, puisqu'on est sur un marché qui est plus ou moins fragmenté, et donc on pourrait voir une consolidation sur notre marché. Si tantôt on ne les ait pas rachetés d'ici là, ce que je vous souhaite aussi. Voilà. Super. Et sur les scénarios de sortie, dont je disais au départ, un horizon de sortie qu'on vise vers 2028-2029, comment est-ce qu'on a calculé ces hypothèses? Alors c'est purement informatif, évidemment, il n'y a rien de contractuel. On est reparti donc de l'EBITDA de Glive en projection uniquement sur la partie abonnement. En 2028, donc il y a 8 millions 100 d'EBITDA sur la partie abonnement, auquel on a appliqué un multiple conservateur, cible ou optimiste. Donc on va dire entre x4 et x15. Bon, c'est une fourchette qui est assez large, mais qui permet de voir l'incidence que ça implique sur la valorisation. Donc une valorisation entre 32 millions et 121 millions, sachant que nous, donc on rentre sur une valorisation de 5 millions pré-monnaie, donc 6 millions 5 après. Et donc pour l'investisseur Baltis qui rentre aujourd'hui dans le tour de table, ça lui fait une valorisation, encore une fois potentielle, entre x5 et x18 en fonction de l'EBITDA et en fonction du multiple qui sera conservé, enfin en tout cas qui sera appliqué lors de la vente. Évidemment, données à titre indicatif, mais pour avoir effectivement le potentiel de croissance, nous, le scénario cible qu'on vise, c'est 8 fois l'EBITDA, et donc 64 millions de valo, et donc x9 pour l'investisseur qui rentre dans ce tour de table. Sur les dispositifs fiscaux, donc pour répondre à deux, trois questions qui ont été posées déjà, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Je vais commencer par en dessous, ce sera plus simple. Donc il y a l'éligibilité aux personnes morales. Donc ça, c'est toutes les sociétés, SAS, OSCI, qui veulent investir leur trésorerie, c'est possible. L'éligibilité au PEA, PME et au PEA, puisque ce sont des actions. Donc il faut savoir que les actions sont éligibles aux deux enveloppes, quand les obligations, ce qu'on fait souvent chez Baltis aussi, sont uniquement éligibles au PEA, PME. Donc là, c'est éligible aux deux. Le dispositif d'apport cession, donc ça c'est l'article 150 0 BTR, donc ça c'est plutôt pour les chefs d'entreprise qui revendent leur boîte pour avoir un report d'imposition, elles peuvent réinvestir dans Glive, donc c'est éligible. Et enfin le dispositif JEI, donc qui est un dispositif qui est relativement nouveau, donc c'est Jeunes Entreprises Innovantes, qui permet aux particuliers de défiscaliser jusqu'à 30% du montant de leur investissement. Donc je vous ai mis des exemples juste après. Pour avoir ce statut JEI, il y a plusieurs critères. Sur la durée d'existence, il faut avoir moins de 8 ans, sur le taux de dépenses R&D, qui doit être au moins de 15%. Donc là, c'est le cas évidemment chez Glive avec l'investissement notamment sur la partie tech, l'activité et l'indépendance du capital. Donc pour Glive, il y a des avantages qui sont assez forts sur l'exonération de charges sociales pendant 8 ans, pas d'impôt sur les bénéfices pendant 8 ans et un crédit d'impôt recherche. Et pour les investisseurs qui rentrent, c'est là la petite flèche jaune, il y a une réduction fiscale qui peut aller jusqu'à 45 000 euros pour les couples. Donc, ça veut dire que pour les foyers couples, vous pouvez investir jusqu'à 150 000 euros et bénéficier de 45 000 euros de réduction d'impôt, donc 30%. Et pour les personnes seules, vous pouvez investir jusqu'à 75 000 euros et avoir 22 500 euros de réduction d'impôt. Donc, concrètement, si vous investissez 1 000 euros, vous pouvez déduire 30% de vos impôts l'année prochaine, donc 300 euros. Donc, en gros, si vous payez 300 euros d'impôt l'année prochaine, finalement, vous en payerez 0. Si vous investissez 10 000, 30%, donc 3 000, donc vous pouvez réduire vos impôts de 3 000 euros et 50 000 euros. 15, ça fait 15 000 euros de réduction d'impôt. Donc, ça veut dire que c'est bien de la réduction d'impôt, c'est pas la réduction de l'assiette fiscale. C'est si vous payez 15 000 euros d'impôt chaque année, si vous investissez cette année 50 000 euros, vous payerez 0 euros l'année prochaine si vous payez plus ou moins 15 000 euros aussi. Donc, pour ça, il faut souscrire avant le 31 décembre. Donc, il y a un sujet évidemment de date. Donc, il faut souscrire avant le 31 décembre et l'imposition sera évidemment l'année prochaine sur le montant de votre imposition. Et ça, l'attestation d'éligibilité est disponible sur la plateforme. Et pour tous ceux qui passent par ce dispositif, on vous enverra bien sûr toute la partie, tout le petit guide pour savoir dans quel montant vous devez déclarer dans quelle case l'année prochaine. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il vaut mieux investir via un PEA ou la réduction? Alors, sachez que déjà, les deux sont possibles. Vous pouvez faire une souscription en PEA et une souscription en JEI, sachant que vous ne pouvez pas cumuler donc, les deux réductions. Donc, quand vous êtes sur le PEA,
vous n'avez pas la réduction fiscale qui s'applique. Donc, c'est uniquement le PEA. Par contre, si vous investissez également en direct, vous pouvez défiscaliser la partie qui est en direct. Donc, vous pouvez faire les deux. Ensuite, sur laquelle il faut, qu'est-ce qu'on conseille nous? Ça dépend quand même de beaucoup de choses. Ça dépend du montant que vous payez d'impôts. Ça dépend, est-ce que vous avez des fonds dans votre PEA? Quand est-ce que vous l'avez ouvert? Donc, ça dépend des choses. Ça, on peut se rappeler évidemment après pour ceux qui veulent rentrer un peu dans le détail de votre situation PEA versus direct. Et la question, est-ce que c'est possible de faire une souscription simple? Non. Soit vous souscrivez en direct, réduction d'impôt, soit vous souscrivez PEA, et donc fiscalité du PEA, mais il faut choisir au départ. Donc il faut choisir au moment où vous souscrivez. Donc Fabrice, je pense que si c'est pas clair, vous me dites sur l'imposition des revenus. Et donc et ensuite quand vous êtes en direct, quand Glyph sera revendu dans X années, la plus-value sera imposée à la flat tax. Donc ça rentrera dans votre imposition flat tax. Et si c'est en PEA, ça rentrera dans l'imposition de votre PEA. Donc si ça reste sur votre PEA, pas de fiscalité. Et si vous le retirez au bout de 5 ans, uniquement les prélèvements sociaux. Sous réserve que ça bouge pas trop, parce qu'il y a aussi aujourd'hui pas mal la nouvelle loi de finances revient sur certaines choses, sur la flat tax notamment. Donc ça sera l'imposition du moment en 2028-2029. Donc il faudra voir est-ce que ça a bougé ou pas. Ça a le temps de bouger d'ici là. Ça a le temps de bouger et potentiellement de rebouger aussi. Mais en tout cas, c'est au moment de la sortie que la fiscalité s'applique, sachant que sur la partie JEI, donc la réduction fiscale, elle va pas bouger quoi qu'il arrive d'ici le 31 décembre. Et donc, il n'y aura pas de rétroactivité sur l'année prochaine. Donc, quoi qu'il arrive, l'avantage fiscal qui est acté aujourd'hui sera, quoi qu'il arrive, déduit de l'impôt l'année prochaine. On ne pourra pas revenir dessus. Donc, il faut en profiter maintenant. Donc, il faut en profiter. On dit souvent, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Donc, n'hésitez pas à en profiter avant le 31 décembre sur la souscription. Donc, comment souscrire? Donc, le projet est en ligne depuis quelques jours. Donc, sur baltis.com de manière classique, il y a la page du projet, soit dans l'onglet Investir, soit sur votre tableau de bord. Ensuite, de manière classique, vous signez votre bulletin de souscription. Vous payez par carte, par virement ou via votre PEA. Et ensuite, d'ici fin octobre, début novembre, on pourra acter l'augmentation de capital et vous serez officiellement actionnaire et ambassadeur de Glive. Petite clin d'œil là-dessus. Le côté ambassadeur chez Baltis, nous, on aime bien le mettre en avant parce qu'on considère que vous êtes tous des ambassadeurs. Alors peut-être des consommateurs, bien sûr, de véhicules électriques, mais aussi des prescripteurs pour recommander évidemment Glive à vos réseaux et voire à l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais aussi à les accompagner sur leur développement, sur la communication, sur relayer leurs publications, les mettre en contact avec des directions financières ou des directions tout court d'entreprise. Donc de jouer un rôle de business angel plus ou moins actif en fonction de ceux qui veulent être actifs. Mais en tout cas, nous, on est là pour animer la communauté. On sera là pour l'animer et faire en sorte que vous puissiez contribuer au succès de Glive. Parfait pour la fiscalité, ok. Les investissements Baltis sur les PME sont-ils avérés positifs? Alors, on n'a pas beaucoup de recul aujourd'hui parce qu'on n'a eu qu'un seul exit, donc une seule entreprise qu'on a vendue qui est Nalo, qu'on avait financé en 2018 et en 2020 et qu'on a revendu à Apicil en 2022. Les autres sont en cours parce que les cycles de vie d'une startup, c'est entre 4 ans et 6 ans. Surtout dans le contexte actuel où ça prend un peu plus de temps parce que le marché est un petit peu turbulent. Donc, on n'a pas encore beaucoup de recul. Pour l'instant, les startups sont plutôt en bonne santé. Elles font face à la crise financière et économique actuelle. Mais on sera plus à même de juger, d'avoir les prochaines sorties plutôt 2026-2027. Donc pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de recul. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Il y a une question pour vous, Quentin et Dorian, sur en fin de location, est-ce que Glive réalise l'état du véhicule avant la revente et applique une franchise aux clients? Réalise l'état du véhicule avant la revente. Alors réalise, je suppose c'est plutôt est-ce que il remet en état, est-ce qu'on remet en état le véhicule avant la revente et applique une éventuelle franchise au client. En réalité, en dessous de 1000 € de dégâts entre guillemets, c'est inclus dans la mensualité. Pas justement, c'est un peu ce qu'on reproche aux différentes ALD, c'est que ils font leur chiffre d'affaires et leur gras sur quand vous restituez le véhicule, ils vous surfacturent histoire de récupérer. Nous, c'est différent, on l'intègre dans la mensualité pour justement s'éviter cette déconvenue. Le but, c'est de fidéliser le client. Et donc, dès que c'est en dessous de 1000 €, c'est incorporé et on remet en état effectivement le véhicule avant de le céder. On s'appuie sur des partenaires qui le font. Et la franchise, c'est 1000 € du coup. Voilà, pour répondre à la question.
vous repréciser la projection de sortie, s'il vous plaît? Alors ça, c'est pour toi, Alexandre. Ouais, donc les projections, alors il y a deux questions. Les projections financières, c'est celle-ci, dans nos 3 scénarios. Donc la valorisation d'une entreprise dont le business model est basé sur l'abonnement, c'est souvent des multiples, donc on multiplie l'EBITDA de ces sociétés en fonction de différents multiples, hein, en fonction des secteurs d'activité, entre x4, x15, voire plus, hein. Il y a des entreprises qui ont été cédées jusqu'à x18 sur leur multiple de l'EBITDA, enfin, sur l'EBITDA. Donc voilà, ça va dépendre de l'acquéreur, ça va dépendre du marché, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, mais en tout cas, ce qu'on vise, nous, c'est un multiple de x8 sur les l'EBITDA de 8 millions, donc 64 millions de valo à la sortie. Donc pour les investisseurs, un multiple de x9. Et sur les différentes cibles, ce que disait Quentin, il y a pas mal de cibles possibles, hein, sur les banques, les constructeurs, les assureurs ou des concurrents qui pourraient se consolider. Donc tout ça, c'est pas écrit d'avance, ça dépendra d'une manière plutôt opportuniste. On verra comment sera le marché en 2028, on verra ce qui s'y passe aussi. Ce qui est prévu en tout cas, c'est que Gli fasse une série A d'ici 2 ans pour vraiment accélérer. Donc il y aura normalement pas de liquidité à ce moment-là. Enfin, on verra qui rentrera au capital, mais normalement l'idée c'est justement de profiter de l'attraction de cette série A pour vraiment accélérer le développement, gonfler la valo et gonfler les hypothèses de sortie aussi. Donc c'est pas le moment où il faut sortir. Et par contre, c'est plutôt 2 ans ou 3 ans après cette série A, donc c'est ça qui nous amène à 4-5 ans, que généralement il y a une opération de liquidité et donc de revente de la société. Donc effectivement, oui, le deck sera bien sûr partagé. Et sur la durée, pareil, c'est pas contractuel. Nous, on vise, on va dire, du 4-6 ans, on va viser du 5 ans, on va dire, en moyenne. Donc c'est pour ça qu'on a pris des hypothèses de sortie à 2028. En tout cas, c'est ce qu'on va viser, nous, d'avoir un événement de liquidité au bout de 4-5 ans, soit une session de Glive, et dans ce cas-là, tout le monde sort, soit une série, peut-être une série B. Et généralement, quand il y a une grosse série B, effectivement, ils sortent les investisseurs historiques pour ne garder que les fondateurs au capital. Donc pour nous, on sortirait également, quoi. Voilà, il nous reste 3 minutes. S'il y a encore des questions sur l'entreprise, sur le fonctionnement, sur la fiscalité, n'hésitez pas. De toute façon, j'ai pas regardé, oui, mais je crois qu'il n'y a plus de slide. Ouais, c'est ça. Ensuite, là, les contacts, on vous renverra, on vous enverra la présentation. Vous recevrez aussi un lien du replay si vous êtes arrivé un peu en retard, ou si vous voulez voir la fin, ou si tout simplement vous voulez le partager. Donc, n'hésitez pas à le partager autour de vous parce que effectivement, l'opération est ouverte à tout le monde sur la plateforme directement. Pourquoi 2028? Car 5 ans, c'est 2030. Alors, on a fixé 2028. Alors, on est à cheval sur 2 exercices, mais effectivement, on a visé 2028 en termes de sortie. Je remets juste le petit. En termes de sortie, ça fait 4 ans. Ce sera à partir de 2028, en tout cas, qu'on étudiera les scénarios de sortie entre une nouvelle levée de fonds ou une cession. C'est plutôt l'horizon minimum, on va dire, de détention d'investissement au sein de Glive. On envisage pas forcément une liquidité avant 2028, mais on va dire qu'à partir de 2028, effectivement, on envisage différents scénarios, soit de cession de la boîte, soit d'une nouvelle série qui nous sortirait. Donc c'est plutôt la durée minimum qu'on pense pour rester au capital. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci. Ouais. Merci à toutes et à tous d'avoir été si nombreux. Qu'est-ce qui conditionne la fin de la levée de fonds? Alors, il y a 2 choses. Ouais, le montant. Alors, côté Baltis, on cible 1 million d'euros, mais on a un seuil de succès à 750. Donc, nous, ce qui conditionne, c'est qu'on arrive à 750 et que la globalité, effectivement, que les autres fonds et les autres participants à la levée atteignent 1,5 million. Donc, c'est plutôt, on va dire, une condition de temps. C'est le temps d'y arriver. Plus que de montant. Donc aujourd'hui, on a lancé la collecte, ça souscrit doucement. Beaucoup attendaient évidemment ce webinaire aujourd'hui. On a aussi beaucoup de rendez-vous la semaine prochaine. Donc ça va monter doucement mais sûrement. C'est pour ça qu'on vise une clôture d'ici 15 jours ou plus tôt si effectivement ça va plus vite et qu'on atteint le 1 million d'euros rapidement. En tout cas, de notre côté, on ne dépassera pas le 1 million d'euros pour laisser effectivement de la place aux investisseurs historiques parce qu'on pense que c'est sain et judicieux qui réinvestissent aussi à nos côtés. Voilà, je ne sais pas si on a raté une question ou deux, mais sinon, de toute façon, je vous remets les coordonnées de Quentin et d'Orient si besoin. Sinon, évidemment, passez par Mariama ou par moi si vous avez des questions. Donc, il est midi pile. Pour une fois qu'on est à l'heure, je vous propose qu'on conclue pour libérer tout le monde. Merci Quentin et d'Orient pour votre présence. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir posé vos questions. Merci Alexandre, merci à tous d'avoir été présents.
Et puis, on vous fait en passer. espérant pouvoir vous rencontrer. Tout à fait. Avec plaisir, ça marche. Eh bien, merci, bonne journée et à très bientôt. À bientôt. À très Au vite. revoir. Très bonne journée. Au revoir.